Renaud Cohen, bonsoir, nous sommes très contents de vous accueillir, en tout cas au sein de l'Observatoire de la diversité culturelle pour la deuxième ou troisième invitation que nous avons, puisque vous êtes intervenu déjà dans un cadre un peu particulier dans le cadre des associations des bibliothèques de la Seine-Saint-Denis. Renaud Cohen, vous reprenez le flambeau du cinéma direct par les yeux, hein, le cinéma ethnographique inventé par Jean Rouch. Mais c'est à une autre ethnographie que vous vous dédiez, une ethnographie urbaine, une anthropologie de la mutation du quotidien, que vous nous proposez tout au fil de vos films divers et variés, notamment. Vous avez deux aspects, ou trois, hein, on en parlait avec une amie tout à l'heure, dans votre carrière, et celui-là est celui que nous connaissons le plus, le film ethnographique. Donc, si on disait de vous que vous étiez un ethnologue du contemporain, est-ce que ça vous irait? Ça me va. Bon. Ce qui me fait la force, ce que je trouve dans vos films et qui fait sa force, c'est que vous arrivez à filmer l'invisible. C'est-à-dire, vous plantez la caméra et on voit le quotidien se déployer, du quotidien que nous connaissons tous. Mais par votre regard, par ton regard, on va se tutoyer, il nous apparaît manifeste. Et ça, c'est une qualité qu'on voit rarement au cinéma. Vous l'avez, ce regard. Hein? Comment vous avez vous êtes tombé dans le bain chinois, comme on pourrait dire, très jeune, à 19 ans. Parlez-nous un peu de la manière dont vous avez découvert la culture chinoise et la langue chinoise. En fait, je suis parti assez jeune, quand j'avais l'âge de 19 ans, en Chine, où j'ai passé un an. Au départ, effectivement, je voulais être ethnologue, et puis j'avais suivi une équipe du CNRS au Népal quand j'avais 18 ans. Et ils m'ont conseillé d'abord de choisir une langue avant d'essayer de faire de l'ethnologie, vraiment. Et donc j'ai décidé d'apprendre le chinois. J'ai vécu un an en Chine, j'ai fait une maîtrise de chinois ensuite au Langzhou à Paris. Et donc après j'ai fait la FEMIS et j'ai décidé de faire du cinéma, mais j'avais très envie, comme j'étais très sensible à la culture chinoise, de parler de la Chine, de m'intéresser à la Chine. Et donc ça a commencé par des documentaires en Chine. J'ai fait plusieurs documentaires en Chine. D'ailleurs, avec mon frère, peut-être que tu pourrais venir, Hervé, oui. On a réalisé un premier documentaire sur les projectionnistes itinérants dans la campagne chinoise, et ensuite j'ai fait d'autres films en Chine. Et ensuite j'ai commencé à m'intéresser aux Chinois de France, et, parce que je trouvais intéressant, j'avais l'impression que c'était une minorité qui s'exprimait assez peu, et qui avait j'avais envie de porter un regard sur eux, parce que je savais, parce qu'ils avaient la réputation. Donc ça, c'est mon frère Hervé qui a fait l'image du film. J'avais envie de parler de la minorité chinoise en France. Oui, et, vous avez déjà fait plusieurs films sur la communauté chinoise. Alors non, celui-là c'est le premier en fait. Oui. Avant c'était les Chinois en Chine. Oui. Voilà, j'ai fait plusieurs films en Chine. Et puis ensuite j'ai eu envie de parler de la communauté chinoise. Et donc il y avait ce phénomène qui m'intéressait, qui était les tabacs tenus par des Chinois. Et j'avais l'impression qu'on avait comme ça des images un peu clichés sur les Chinois de France, qui pensaient qu'à faire du commerce, et qui étaient, disons, imperméables à la réalité sociologique, qui étaient juste là pour faire du business. J'ai eu envie un peu de m'inscrire en faux par rapport à ça, et de montrer... Et de trouver un café tabac chinois qui pourrait montrer autre chose que le cliché des Chinois, justement, qui ne sont pas en contact. En fait, pour moi, le fait que les Chinois aient repris des tabacs, ça a marqué une étape importante dans l'intégration de la minorité chinoise en France, puisqu'ils ont été... à partir du moment où ils ont repris le tabac, ils n'ont pas mesuré que pour que ce business marche, il fallait vraiment aller au contact des gens, parler français, pour pouvoir maintenir une clientèle et pour pas qu'ils aillent juste au café d'en face, justement. Et donc je pense que ça a été déterminant, parce que pour la minorité chinoise de France, le fait de reprendre des tabacs chinois, ça a été un accélérateur d'intégration, parce qu'ils ont été obligés de créer du lien, de parler avec les clients, et donc j'avais cette idée en tête de montrer en fait des relations peut-être qu'on pourrait trouver inhabituelles et à l'encontre du cliché. Voilà.
Et donc alors j'ai commencé à chercher un tabac, et j'en ai vu beaucoup, j'ai dû en voir au moins une trentaine, parce qu'il fallait que les gens acceptent, et il fallait que je puisse installer ma caméra dans un café, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a d'une part des Chinois qui ne comprenaient pas très bien a priori ma démarche, et puis aussi les gens qui buvaient, qui étaient sur place, qui n'avaient pas forcément envie d'être filmés. Et donc j'en ai vu beaucoup, puis un jour je suis tombé sur ce café de Overcamp, et là tout de suite quand je suis rentré, j'ai vu la patronne qui était très charismatique, assez jolie, qui attirait comme ça autour d'elle les gens, et je me suis dit c'est vraiment l'endroit où il faut que je filme. Voilà. Et alors évidemment j'abordais les Chinois en leur parlant directement de chinois, donc ça crée une complicité. En fait le principe du film c'était de pouvoir créer une complicité avec les Chinois, en leur parlant chinois pour qu'ils me parlent de leurs clients, qu'il y ait qu'il y ait une complicité, qu'il y ait un regard, qui puisse en fait nous placer le spectateur français du côté des Chinois et pas justement de rester à l'extérieur avec les clichés qu'on pouvait avoir. Donc au lieu de parler en français en demandant aux clients qu'est-ce que vous pensez des patrons chinois, d'être au contraire du côté des patrons chinois en leur demandant, en examinant un peu le regard qu'ils avaient sur la France et sur les Français, qui est souvent assez drôle et en fait donc on découvre comme ça un petit peu, on découvre leur point de vue qu'on n'imaginait pas forcément, le point de vue sur la France, sur la société française, avec tout ce qu'eux peuvent ressentir par rapport à ça. Donc voilà, mais ça n'a pas été facile de trouver, d'être accepté et de trouver cet endroit que j'ai filmé. Je vais peut-être inviter votre frère à dire quelques mots sur le tournage. Oui, c'est vrai qu'on travaille souvent ensemble, on a travaillé quand même pas mal ensemble, on a réalisé un film ensemble, 2 même. Coiffeur pour homme. Oui, Coiffeur pour homme, que je vous recommande vivement, qui est un vrai outil dans la même veine. Voilà, j'ai fait l'image aussi sur certains de ces films, donc c'est vrai que ça aide beaucoup, ça a beaucoup aidé, on se comprend. Par rapport à la démarche de tournage, je pense que c'était vraiment la patience était le mot-clé, quoi. On était là, on passait du temps, et puis voilà, on se regardait. Combien de temps On passait des journées, enfin plusieurs journées. Tout le film, ça a duré le tournage? Une dizaine de jours. Ouais, une dizaine de jours. Et puis voilà, et puis on attendait que les choses se passent, que des personnages rentrent, qu'ils nous intriguent, qu'ils nous interpellent, et puis on était prêts à filmer et à écouter, à être aux aguets, à voir ce qui allait se passer, les relations entre les clients et puis le couple propriétaire du bar. Donc c'était vraiment une démarche presque aussi, où on était à l'écoute et on était très patient, on attendait. Donc voilà, c'était vraiment la clé du tournage. On était, tout était aussi au niveau du cadre de ce bar était bien exposé, il avait de la lumière du jour qui rentrait, il avait des petites lumières au-dessus qui éclairaient les visages, on avait de l'espace pour circuler, même si c'était pas très grand, donc c'était vraiment un endroit, c'était un petit théâtre où on pouvait circuler à loisir et capter des choses comme ça. Donc c'était vraiment un vrai plaisir de filmer. Et on peut dire que c'est un film de pêche en fait, parce qu'il y a 2 genres de documentaires en fait, c'est les films de pêche où on attend que les personnages émergent et les films de chasse où on part chercher des personnages. Nous en fait on attendait comme des pêcheurs et on attendait d'avoir une prise quoi en fait, et donc on a eu quelques belles prises, certaines que vous n'avez pas pu voir ce soir malheureusement, puis d'autres vous avez pu regarder. Mais c'était vraiment effectivement un jeu de patience, et d'ailleurs d'autant plus difficile qu'au bout de 3 jours, la patronne est venue me voir que 3 jours en me disant il faut arrêter. Ah bon? J'ai dit merde, pourquoi et tout. Et c'était encore une catastrophe, un peu comme ce soir, mais sauf que c'est mieux terminé, puisque finalement elle m'a dit, mes beaux-parents, c'est-à-dire les parents d'Alban qui vivent avec eux, nous ont dit qu'il ne fallait pas laisser les gens filmer, qu'on était fou de faire ça, que dans les médias, les reportages racontaient toujours, disaient toujours du mal des Chinois, qu'il y avait du black, qu'il y avait des choses, etc. Donc d'un coup ils sont devenus extrêmement méfiants. Mais moi je les avais connus 6 mois auparavant, je les avais invités à déjeuner chez moi, je connaissais leurs enfants, donc ça a été un long travail de patience. Et là au bout de 3 jours, elle voulait tout simplement arrêter en me disant bon mais je crois que ça suffit, tu as ce que tu veux maintenant. Et je dis mais non, tu plaisantes, je n'ai pas du tout ce que je veux, c'est pas possible. Alors ça a été des pourparlers terribles, on a eu vraiment très très peur. Et puis finalement,
Elle a accepté par égard pour nous, parce qu'elle ne voulait pas qu'on soit déçus. Et on a fait tout le reste du film contre la famille, il faut le dire. C'est-à-dire que les beaux-parents nous faisaient la gueule, ils rentraient brusquement. Quand on parlait à un enfant, ils le prenaient par la main, ils le tiraient. Enfin, c'était terrible. Parce qu'ils avaient cette parano terrible. Et donc moi, quand on s'est arrêté, j'ai dit, écoute, voilà, quand le film sera monté, je te le montre. Si jamais il y a quelque chose qui te gêne, s'il y a quelque chose qui vous choque, qui ne vous plaît pas, etc., je m'engage à l'enlever. Donc j'ai fait une lettre en français que j'ai faite en chinois. Je leur ai demandé de présenter cette lettre aux parents et à toute la famille même, parce que tout le monde, et ils ont eu la pression, ils ont terriblement souffert parce qu'ils ont eu la pression quotidienne, tu te souviens, des parents qui leur faisaient la gueule, qui leur en voulaient, et ils ont fait ce film contre la famille. Ah. C'est intéressant parce qu'ils ont voulu aller jusqu'au bout parce qu'ils ne voulaient pas qu'on soit déçus. Moi je disais, mais si on arrête, c'est la catastrophe, on n'aura pas de film, ça ne suffit pas, tu ne te rends pas compte qu'il faut des heures et des heures de tournage pour pouvoir obtenir un film, même qu'un film d'une heure. Et donc finalement ils ont accepté, mais ils l'ont fait aussi parce qu'ils voulaient rester en bon terme, parce que ça faisait partie. Donc eux ils étaient déjà de notre côté, et les vieux parents qui parlaient à peine le français, eux ils étaient de l'autre côté. Donc ça a été quand même assez dur. Tu te souviens, on a raccourci les journées, on a essayé, enfin on a pris toutes les précautions possibles, parce qu'on avait peur que ça s'arrête, il y avait beaucoup de tensions. Voilà. Mais eux ont quand même, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, ils ont été vraiment formidables jusqu'au bout, mais ça montrait aussi que justement, elle me citait par exemple des reportages qui avaient été faits au Aubervilliers sur les commerces chinois en disant il y a du black, il y a la mafia, il y a ceci, il y a cela, et donc c'est pour dire à quel point ils se méfiaient de l'image que les Français, que les médias français pouvaient avoir. Moi je leur disais, mais justement, les TF1, ils viennent 2 heures, ils font un reportage, ils mettent une voix off, ils racontent ce qu'ils veulent. Mais moi, tu vois bien que ma démarche est très différente, mais sauf que pour eux, le documentaire, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui leur était totalement étranger. Mais comme je parlais chinois, comme ils savaient que j'aimais la Chine, que j'y étais allé, je leur avais montré aussi mes films, ils m'avaient demandé d'aller voir le documentaire tourné en Chine. Ils disaient aux parents, mais lui, il aime les Chinois, ne vous inquiétez pas. et donc j'ai tenu aussi à faire un film bienveillant, pour ce qui était ma nature, mais en même temps particulièrement bienveillant, pour leur prouver qu'on pouvait porter un regard sur eux qui était un regard positif. Et donc le film, ils l'ont beaucoup aimé en fait. Avec raison. Bon, et ils l'ont vu en entier. Ah bien, chanceux. Mais vous aurez cette chance. Les grands-parents aussi. Alors ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils l'ont montré aux grands-parents, mais il est possible aussi que les grands-parents aient refusé de le voir parce qu'ils avaient une forte personnalité, ils étaient très durs. C'était des gens qui étaient venus qui étaient depuis très longtemps en France mais qui ne parlaient pas le français, parce que eux justement, ils n'avaient pas de tenue de tabac, ils avaient travaillé dans la confection, dans des restaurants chinois, donc ils étaient restés de l'autre côté de cette barrière qu'eux, ils ont franchi en tenant un tabac, parce que, encore une fois, tenir un tabac chinois, c'est être capable par exemple de parler avec un Algérien, c'est un truc incroyable où on fait le tour du monde, c'est-à-dire il parle dans une espèce de mélange d'arabe et de français, moi je comprends rien, elle comprend tout, elle me le traduit en chinois et moi je le restitue en français, quoi. Donc je disais, ça pour moi c'était un personnage miraculeux, mais c'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer. Ça c'est le réel, c'est-à-dire que le réel va toujours au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc c'était vraiment une leçon de voir qu'un personnage comme lui, c'était un personnage hallucinant, quoi. Cette complicité incroyable qu'ils avaient su. Y compris au niveau du langage. C'est des vrais personnages de fiction, enfin, qui sont plus réels que le reste. Ouais, c'est ça, et vous avez su les capter, il y a toute une mise en scène quand ils entrent chacun, quand le chinois entre, vous avez pu le restituer dans toute sa fragilité aussi, sa détermination, c'est assez remarquable. C'était dur aussi parce qu'on ne pouvait pas refaire les choses, parce qu'il y avait du monde, parce que parfois il y avait des clients qui rentraient. Donc, non seulement je ne les ai pas payés, parce que pour les Chinois aussi le travail c'est l'argent, ils sont venus en France pour gagner de l'argent, donc non seulement ils n'ont pas gagné de l'argent avec nous, mais ils en ont même perdu. Parce qu'en fait, parfois, il y a des clients qui rentraient, ils voyaient une équipe de cinéma, hop, ils ressortaient tout de suite. Ah, oui. Et hop, c'était autant de perdu au niveau des recettes. Donc, c'était aussi... je veux dire, donc, mais ils étaient suffisamment curieux pour avoir envie de voir un film se faire, et un film sur eux. Et qui était un film, moi je leur dirais, c'est un film que vous garderez toute votre vie, quoi. C'est-à-dire que les enfants, parce que bon, après, il y a des scènes avec les enfants qu'on ne voit pas, etc. Bon, mais en tout cas, ils ont aussi... projettent aussi leurs enfants dans une société française, sachant qu'ils seront plus français que chinois, qu'ils sont eux-mêmes, les enfants sont réticents pour apprendre la langue chinoise. Enfin, c'est intéressant de voir. C'est intéressant de voir. Ils sont vraiment dans la problématique de l'intégration. C'est classique. Oui. Mais finalement, l'attitude du reste de la famille et des parents particuliers
avec le recul aujourd'hui, tu penses que c'était que de la méfiance, surtout de la méfiance, ou que c'était aussi peut-être autre chose, comment dire, le sentiment de compromission ou d'un dévoiement, du franchissement d'un tabou, quoi. C'était beaucoup de choses, mais je pense qu'il y avait de la méfiance, il y avait de la peur, il y avait de l'hostilité, il y avait une façon de dire aussi il faut qu'on reste discret. Ça c'est aussi je pense, le credo des immigrants en général et des Chinois en particulier, c'est on reste discret, on n'attire pas le regard sur nous parce qu'on va susciter l'envie. Et donc, par exemple, à un moment, il m'a dit « Mais j'ai dit que mes parents étaient rentrés clandestinement, etc. Est-ce que tu crois que ça prend ?» Je dis « C'était il y a 30 ans, c'est bon maintenant, je pense qu'il y a prescription. » Voilà, c'est ça. Mais tout était sujet. Et donc, les parents, leur raisonnement, c'est de dire « Mais qu'est-ce que ça nous apporte ?» Rien. Par contre, les deux. Ça nous apporte et ça ne nous rapporte rien. Par contre, ça peut nous coûter très cher. Et donc, c'est un raisonnement qui pouvait tenir debout. Hein, mais sauf que eux, comme ils sont assez jeunes, ils ont 35 ans, ils ont une curiosité et ils ont sacrifié le risque à leur curiosité, et ça c'était déjà une preuve qu'ils avaient déjà le pied dans un autre monde, quoi. Les clients français sont pas tellement curieux de ce qui se passe en Chine, on leur pose rarement des questions, ils sont justement dans une problématique franco-française et aux Chinois de s'adapter. Mais par contre, il y a eu à un moment une manifestation des buralistes qui est dans le film et que vous n'avez pas vu, et donc elle va à la manifestation. On s'aperçoit qu'il y a pas mal de buralistes chinois finalement. Ils manifestent en fait contre le paquet neutre. C'était l'année dernière, et donc ils sont à fond contre le paquet neutre, etc. Et donc à ce moment-là, je pose simplement la question à Lynn, donc la jeune femme, en lui demandant mais est-ce que tu pourrais, parce ils vont quand même manifester devant le Sénat ou le Parlement. Sénat, ouais. Donc on voit des Chinois qui crient devant le Parlement. Je dis mais en Chine tu pourrais pas le faire, et là elle me dit, parce que c'est une façon de ne pas affronter aussi les choses de face, mais de trouver les moyens. Et donc elle me dit bah non, parce qu'on n'est pas dans une société de droit, évidemment qu'en Chine on ne pourrait pas manifester, et donc ici c'est la liberté. Voilà. Donc elle évoque comme ça de cette manière, voilà. Mais on n'aborde pas directement le sujet politique, justement, on reste quand même ancré très dans ce qui se passe autour. Mais la manifestation, c'était justement une occasion de parler un peu de politique chinoise. Eh bien écoutez, on va conclure cette soirée. Merci beaucoup. Merci, bravo.